peut commencer par se présenter peut-être. Je laisse mes camarades démarrer. Je m'appelle Khadija Zerouali et je suis journaliste au pôle social, donc en charge avec mes camarades de la couverture du monde du travail. Voilà. Bonjour, je m'appelle Cécile Hautefeuille et donc je suis aussi au pôle social, en charge du monde du travail avec une légère préférence me concernant pour les questions d'assurance chômage. Et donc moi je suis Dan Israël, donc vous avez tout le pôle social de Mediapart. Voilà, et je laisse mon dernier camarade. Moi, je suis Mathias Thépeau, pardon. Je suis au service éco. Je suis le représentant du service éco. Donc, je suis sujet de macroéconomie, critique de la politique économique du gouvernement. Et je suis des patrons qui ont des pratiques un peu douteuses. Donc voilà, c'est bon, mon boulot. Et donc, il manque simplement Romaric Gaudin et Martine Orange, qui sont les collègues directs de Mathias, pour tout le service économie sociale de Mediapart, pour couvrir très large. On peut vous faire un petit speech pour raconter ce qu'on fait, mais on s'est dit que peut-être le plus simple était qu'on prenne des questions. On peut juste vous dire que, en gros, depuis début janvier, on s'occupe à peu près seulement d'un seul sujet, à savoir la réforme des retraites et les mobilisations sociales autour. Mais un petit peu de chômage, un petit peu d'assurance chômage en plus. Un petit peu d'inflation aussi. Et un petit peu d'inflation en plus, voilà, évidemment. Donc en fait, on voulait vous parler ou répondre à vos questions autour de ce qui, pour nous, sont les grands sujets des 6 derniers mois ou des 12 derniers mois. L'inflation assez dingue qu'on connaît en France et bien sûr le mouvement social autour de la réforme des retraites. Moi, j'étais extrêmement frappé à la fin de l'année dernière, fin 2022, par le calme apparent et la sérénité du gouvernement, qui semblait tout à fait à son affaire et assez tranquille pour penser que la réforme des retraites passerait facilement, qu'en février-mars, tout ça serait réglé, qu'on aurait une majorité à l'Assemblée, que les Français râleraient un peu, mais bon, pas trop. Voilà, et on a eu des longues discussions autour de, je répétais à tout le monde en octobre-novembre, et je comprends pas, ils vont se prendre le mur, c'est très bizarre. Et donc en fait, il suffisait de faire la liste des éléments perturbateurs, on va dire, pour le gouvernement, et ça faisait beaucoup. Donc en octobre-novembre, on avait peut-être des coupures d'électricité en raison de déficit énergétique, une hausse des prix qui commençait à flamber et il était évident qu'elle allait s'accélérer, alors que notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, expliquait qu'on était au pic de l'inflation, que ça allait baisser, que tout allait bien. Une fin du bouclier tarifaire sur les tarifs de l'essence, une hausse des tarifs de l'électricité et du gaz, et par-dessus tout ça, donc une hausse accélérée des prix de l'alimentation, et donc par-dessus tout ça, une réforme des retraites qui, on le sait depuis 1995 et 2010, les retraites, c'est le sujet qui rassemble très 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 largement les Français, en général contre l'envie de tirer des réformes. Et donc on parle pas tellement de gauche ou de droite. Très vite, on le sait, il y a une coalition et coagulation des colères qui peut s'opérer. Et donc on disait à notre camarade Ilyes Ramdani, qui devait être là avec nous mais qui est malade, on lui disait qu'il s'occupe de l'exécutif, il suit l'exécutif, et on lui disait qu'est-ce qu'ils disent à l'Élysée, qu'est-ce qu'ils disent à Matignon, qu'est-ce qui se passe, quoi, ils sont pas inquiets. Donc il a fait notamment un article, je crois l'exécutif face au mur des colères ou un truc comme ça, ou au mur social. Et la réponse fin décembre, c'était ah non, pas d'inquiétude, ça va aller, avec notamment des arguments assez cyniques du type vous savez, les Français ils s'occupent de leur porte-monnaie, ils se préoccupent surtout de l'inflation de leur porte-monnaie, donc ils feront pas grève. Et puis ma bonne dame, ils sont résignés, ils sont fatigués, donc ils vont pas trop s'énerver. Bon, honnêtement, on était vraiment assez perplexes. Et bon, la suite a prouvé qu'on avait évidemment raison. Ça n'est pas passé facilement et pour l'instant, ça ne passe pas toujours facilement. Moi, je voulais dire quelque chose sur comment on a travaillé sur la réforme des retraites. Donc, dès le début, on a fait des analyses. Ça, c'est beaucoup le travail de Dan. Donc, à la fois sur ce qu'aurait pu contenir cette réforme et une fois qu'elle a été annoncée, sur ce qu'elle contenait vraiment. Par exemple, on a été l'un des premiers médias, et j'en suis contente, à faire cet article sur qu'est-ce que c'est que ce minimum contributif. Est-ce que c'est juste, d'où viennent ces 1 200 €, qu'est-ce que c'est? Donc on avait toute l'analyse de la réforme.
On a fait aussi de l'analyse de cette réforme, mais aussi des autres réformes libérales de ce gouvernement, en mettant en lien, par exemple, la réforme de l'assurance chômage, que ma collègue couvre beaucoup, et la réforme des retraites, en disant en quoi ces deux réformes-là se répondaient et pourquoi elles répondaient à une même logique libérale. On a fait aussi du reportage, donc on a fait plusieurs séries sur les vieux travailleurs, dans quel état ils sont quand ils travaillent à 60, 62, 64, 67 ans, dans quel état ils sont les chauffeurs de bus, les travailleurs des plateformes logistiques, les femmes de ménage, les AESH, etc. Donc on a fait du reportage, et depuis qu'il y a ce mouvement social qui est fort là, on continue à faire tout ça, à la fois de l'analyse et du reportage sur le terrain. Enfin, on essaye comme on peut de le faire au mieux possible. On n'est pas partout parce qu'on est un petit service, mais on essaie de rendre visible en tout cas tous les pans de cette réforme, à la fois sur l'analyse, à la fois sur ce qu'elle veut dire dans le contexte politique, économique actuel, et à la fois ce que disent les travailleurs et les travailleuses sur le terrain. Voilà, c'est comme ça qu'on le couvre. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Dan, sur le fait que l'exécutif n'ait pas forcément vu venir cette grosse colère, avant la présentation de la réforme des retraites, il y avait déjà effectivement tous les sujets autour de l'inflation, des prix du carburant. Et il y avait déjà beaucoup de colère, mais effectivement, elle ne prenait pas cette forme-là. Il y a eu quelques manifs, en tout cas de mémoire au moins une, à l'appel des organisations syndicales pour la défense du pouvoir d'achat, contre l'inflation et surtout pour la hausse des salaires. Et c'est vrai que c'était des appels à mobilisation nationale qui ne prenaient pas énormément. Ça agrégeait pas énormément de monde. En revanche, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup documenté, et pas que ces derniers mois, ça faisait même déjà un an et demi qu'on le documentait, c'est qu'on sentait vraiment la colère qui montait dans les entreprises. Donc c'était pas forcément visible parce qu'il y avait plein de mouvements de grève et de colère dans des entreprises, parfois des petites entreprises, parfois des plus grands groupes. Par exemple, bon, on a tous vu le mouvement dans les raffineries pour les salaires, mais il y a aussi eu Sanofi. Pour le coup, moi j'étais allée sur un piquet de grève chez Sanofi. Et ça, en fait, on le voyait monter, mais c'est vrai que les gens ne se réunissaient pas sur des gros appels à manifester pour la défense de leur salaire et pour obtenir des augmentations de salaire qui soient à leurs yeux suffisantes. Et c'est peut-être aussi ce qui a trompé l'exécutif en se disant bon, ça prend pas, ça reste par branche, par entreprise. Sauf qu'il y avait déjà ce terreau-là. Et effectivement, dans les manifs, parce que Radija le disait, on couvre beaucoup les manifs, les week-ends et puis les appels nationaux, donc on sera bientôt à 10. On l'entend beaucoup, ça. Évidemment, les gens parlent énormément de leur métier, de la pénibilité, de leur refus clair et net de travailler 2 ans de plus. Mais on entend évidemment aussi beaucoup parler des salaires. Et cette colère-là, on l'a bien documentée, elle couvait depuis bien longtemps, depuis la sortie du Covid en fait. Moi, juste pour ajouter, pour comprendre un peu au sens du travail qu'on fait, le décalage entre la colère actuelle et la perception du gouvernement, il faut revenir au fait que ce gouvernement a une logique comptable sur les réformes sociales. Et il faut reprendre le discours de Macron le 17 mars 2022, quand il présente son programme pour la présidentielle. Il dit « Je ferai 50 milliards d'économies d'ici 2027, dont 15 milliards sur les réformes structurelles, retraite, chômage ». C'est exactement ce qu'il fait, en fait, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une deuxième mouture, que Cécile a très bien documentée, de la réforme de l'assurance chômage, le 1er février, qui s'applique depuis le 1er février dernier, qui en gros baisse de 25% les droits au chômage. Après une réforme qui était déjà passée en 2021, qui déjà coupait dans l'assurance chômage. Et à cela, ils ont ajouté la réforme des retraites. D'une certaine manière, ils n'avaient pas prévu ce qu'ils mettraient dedans, peut-être certainement pendant le... Enfin, ils avaient prévu de décaler l'âge, peut-être certains aménagements pendant la campagne, mais ils avaient déjà leur montant d'économie en tête. Et les montants d'économie, c'est ce qui se passe maintenant. C'est l'Unédic pour l'assurance chômage a dit il y aura 7 milliards d'euros d'économie annuelle grâce aux 2 réformes de l'assurance chômage en 2027 par rapport à aujourd'hui. Et sur les retraites, ils avaient pour objectif de faire 10 milliards d'économies en 2027 par rapport à aujourd'hui. Donc c'est peu ou prou, on revient sur les 15 milliards d'euros d'économies sur le modèle social qu'il avait promis. Donc il faut aussi comprendre ça, c'est-à-dire qu'en fait, eux, dans leur perception de réforme, ils sont dans une logique comptable. Pas uniquement,
mais c'est quelque chose qui gouverne vraiment leur raisonnement, et ça a certainement créé ce décalage incroyable entre leur perception de la colère sociale et leurs objectifs à eux. Et alors, pour poursuivre sur la question économique, ce qui nous a frappé très vite, tout de suite, en fait, même avant même l'annonce de la réforme exacte, c'est qu'il n'y a pas un expert du sujet qui trouvait que les arguments du gouvernement et de Emmanuel Macron étaient des arguments justifiés ou des vrais ou même réels. C'était vraiment très frappant. Il n'y a pas un seul expert qui trouve que le discours pour justifier cette réforme tient debout. Et c'est en fait le gouvernement s'est retrouvé assez vite dans une difficulté, c'est que personne ne défend sa réforme, en fait, à part les ministres. Personne ne sait, et encore les ministres, ils ne savent pas eux-mêmes parfois pourquoi ils la défendent. Donc c'est vraiment frappant. L'exemple, le signe de ça, évidemment, c'est la place qu'a pris dans le débat l'économiste Michael Zemmour, qu'on connaît à Mediapart assez bien, parce qu'on était en lien avec lui depuis la première réforme en 2019. On l'a invité plusieurs fois, on l'avait invité encore en juin de l'année dernière, puis en décembre, il avait fait un tour chez nous, et le montage de l'émission de quelques minutes a fait un carton sur Internet. Donc c'était aussi un indice pour nous en décembre qu'il y avait un intérêt fort pour le sujet. En fait, il a pris la place parce que personne d'autre ne prenait la place. Et donc pas de chance pour le gouvernement. L'expert qui a pris la place et qui s'est imposé partout est un expert qui critique la réforme, avec des arguments évidemment très affûtés, très efficaces. Donc c'est vraiment un signe que le gouvernement ne sait pas au fond vraiment pourquoi il fait sa réforme, à part pour une question d'économie budgétaire, ce qu'il n'est pas vraiment ce qu'il n'est pas décidé à assumer, d'où la difficulté. Et pardon, après je termine juste, je rebondis sur la question de l'assurance chômage. Ce qui est très frappant, c'est que Michael Zemmour, comme Dan l'avait écrit dans un de ses articles, a réussi à franchir le mur du son, notamment son passage sur France Inter avec Léa Salamé, qui était toute étonnée de voir que le gouvernement avait menti. Et donc tant mieux, c'est vrai que c'est super, parce qu'après, sa parole, il a été invité partout et il accepte beaucoup d'invitations. Et c'est vrai que, pour le coup, moi qui m'occupe beaucoup de l'assurance chômage, j'avais un regret, et je l'ai toujours, que des gens comme lui, et il y en a plein, qui critiquent les réformes de l'assurance chômage, et qui pointent aussi les mensonges du gouvernement sur ces réformes, parce qu'il y en a aussi, ça passe rarement le mur du son. Mais effectivement, de toute façon, ça on le sait, tout ce qui concerne le chômage, les demandeuses et les demandeurs d'emploi, c'est pas des sujets qui fédèrent beaucoup les gens. Malheureusement, nous on essaye un max d'en parler, mais c'est vrai que c'est pas des réformes qui suscitent énormément de mobilisation, mais pourtant il y a aussi des contre-vérités et des mensonges pour vendre ces réformes. Bonjour, moi j'avais une question sur, effectivement on voit bien il y a des colères sociales immenses qui s'expriment, qui sont probablement historiques. Moi, ma question, c'est sur les débouchés politiques de cette colère, de ces colères. Qu'est-ce que vous sentez, vous, par rapport à votre travail d'investigation? Moi, ma crainte ou mes interrogations, c'est est-ce que ça va partir vers des partis politiques d'extrême gauche, d'extrême droite, en moitié, en partie, dans les deux sens, voire complètement en dehors, en fait, des partis politiques et de la représentation politique installée. Comment vous voyez la conversion de ces colères sociales dans le champ politique? Nous, on a suivi ce mouvement social dès le début, même si on a une sympathie évidente et affichée pour ce mouvement social, parce que nous aussi, on trouve que cette réforme, elle est injuste et brutale. C'est le truc qu'on dit toujours, injuste et brutale. On s'est attaché à quand même raconter le mouvement social tel qu'il était, et il a connu, tu vois, des vagues. C'était pas toujours une super grosse mobilisation. D'ailleurs, certains de nos lecteurs nous reprochent de trop dire la vérité, mais bon, voilà, on dit le mouvement social tel qu'il est. C'est-à-dire qu'avant le 49-3, on avait des énormes mobilisations dans les manifestations, mais il n'y avait pas beaucoup de grévistes, y compris dans les entreprises où il y a beaucoup de syndiqués. Je prends l'exemple de la RATP, par exemple. La RATP, les grèves, depuis le début de ce mouvement social, ne sont pas très visibles. Les dernières journées de mobilisation,
les métros, les RER, etc. Circulaient quasiment normalement, à l'exception des RER qui sont gérés à la fois par la SNCF et par la RATP, puisque les cheminots étaient plus présents. Et donc nous, on s'est intéressé au fait de comment ça se fait que les jours de mobilisation, il y a tout le monde dans la rue, on y croise tout le monde, c'est des journées de mobilisation parmi les plus énormes depuis 30 ans, et ça ne prend pas dans les entreprises en termes de grève. Donc on s'est intéressé à ça, et en fait, il y a tout un tas d'explications. Ça arrive à votre question, hein, pardon, j'y arrive un peu lentement, mais j'arrive. Donc il y a tout un tas d'explications. Les gens subissent l'inflation, ils ont des salaires qui sont bas, ils ne peuvent pas toujours faire grève, et surtout il y a beaucoup de salariés de gros secteurs, notamment industriels, qui comptent, etc., qui ne voulaient pas que 2019 se reproduise, c'est-à-dire qu'ils soient les seuls à porter le mouvement social contre la réforme des retraites pour tout le reste des travailleurs, et que les autres fassent grève par procuration. Donc il y a tout ça qui s'est mélangé, mais depuis le 49.3, je pense que tout ça s'est un peu rabattu en brèche, puisque là on voit des mouvements partout, y compris dans les entreprises, des grèves qui reprennent, des piquets de grève qui tiennent, etc. Et sur la suite politique, ce serait très difficile à dire, parce que pour l'instant, nous les gens, quand on va les interroger, que ce soit à la plateforme de Goinfreville, Total, que ce soit dans les rues à Paris, que ce soit à Montpellier, partout en fait, là ce qui les réunit vraiment, c'est l'opposition à la réforme des retraites. C'est aussi ce qui unit l'intersyndicale et qui fait qu'elle tient. Sur le reste, sur les aspirations politiques, etc., tout le monde n'est pas d'accord en fait dans ce mouvement-là. Et ce mouvement, il est aussi fort et il tient, je pense, parce qu'il y a un mot d'ordre et qu'il est très clair. L'autre chose que je pourrais dire moi sur l'extrême droite, puisque c'était aussi un peu votre question, pardon, c'est qu'ils sont présents nulle part. Pardon, mais ils n'ont pas été présents au niveau parlementaire, et ça les gens le voient. Ils ne sont pas présents sur les piquets de grève. J'ai l'impression, moi, qu'ils se servent de la mobilisation sans en être. Donc je pense que les travailleurs le voient aussi. Voilà. Mais après, dire autre chose que ça, ce serait compliqué, parce que pour moi, ce qui unit vraiment à la fois l'intersyndicale, les travailleurs sur les piquets de grève, les gens dans les mobilisations, c'est un sujet, la réforme des retraites, et ce qui va avec, la pénibilité, les petits salaires qui donneront des petites pensions, mais trouver autre chose que ce ciment-là comme point d'accord politique entre tous ces gens, je pense que c'est un peu compliqué. Oui, je vais dire quasiment la même chose, mais vraiment, je suis tout à fait d'accord avec Khadija. Pour avoir couvert quasiment toutes les manifs, en l'occurrence à Montpellier, puisque moi j'habite à Montpellier, les gens ne parlaient pas, jamais, de politique. Ils ne parlaient que de la réforme et d'Emmanuel Macron. D'autant plus, ça a été très très frappant dans la dernière manif, le lendemain de sa prise de parole, de son intervention à la télé. Les pancartes sur Macron, anti-Macron, les slogans anti-Macron étaient démultipliés. Les fois d'avant, on voyait beaucoup de choses sur Elisabeth Borne, sur Dussopt. Franchement, là, c'était que Macron. Et tous les gens, à titre personnel, avec qui j'ai pu parler, ne parlaient jamais de ça. C'était vraiment focus, comme dit Khadija, sur la réforme. Oui, en effet, en tout cas depuis jeudi 17, depuis le 49.3, il y a une focalisation sur Macron qui est vraiment frappante. Donc la dernière manifestation, la 9e jeudi, là, on avait des gens un peu partout en France. Tout le monde raconte la même chose, c'est-à-dire des pancartes, des slogans et des déclarations d'une hostilité féroce contre le chef de l'État, et on peut dire de haine. C'est vraiment très très frappant. Donc il faut le dire, c'est quand même assez inquiétant, parce que la question du débouché politique, en effet, se pose. Et en fait, il y a quelque chose qui unit tous les membres de l'intersyndicale, c'est qu'ils ont quand même très peur que ça bénéficie à l'extrême droite, qui n'a pas besoin de parler pour ramasser les bénéfices, ça c'est sûr. Et c'est un point qui unit depuis très longtemps Laurent Berger de la CFDT et Philippe Martinez de la CGT, qui sont quand même la charnière sur laquelle tient l'intersyndicale. En gros, ils s'entendent bien personnellement depuis toujours, et ils ont vraiment une conviction commune qui est celle-là, c'est celle de on ne peut pas négocier ou discuter ou échanger avec l'extrême droite. Juste avant l'élection présidentielle, ils avaient fait une tribune en commun, ce qui pour les deux syndicats est très rare, parce que les troupes de la CFDT et les troupes de la CGT en général n'aiment pas trop qu'on s'allie, n'aiment pas trop se voir alliés ou mis côte à côte.
Mais la vérité, c'est que les deux dirigeants sont très très inquiets. Et ça va partout. On a parlé longuement avec des gens de la CFTC, avec Pascal Coton, la vice-présidente, qui ne sont pas des gens radicaux et qui sont très 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 inquiets. Et ça, dans l'arc syndical, c'est quelque chose qui se dit beaucoup, et beaucoup plus aujourd'hui que l'année dernière, par exemple. Vraiment beaucoup plus. Ma question portait sur le flou que des fois maintient le gouvernement sur certaines mesures, et notamment la manière dont elles vont se passer, être financées. Je pense notamment à l'espèce d'annonce sur la contribution exceptionnelle lors du discours de Macron, où en fait, sur le moment, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, est-ce qu'il va taxer ou pas. Certains plans interministériels, on ne sait pas trop comment ils vont être financés, enfin, c'est un peu opaque, voire flou. Est-ce que quand vous demandez à avoir accès à ces informations, ça fonctionne? Enfin, est-ce que vous avez des réponses précises? Ou auquel cas, si vous n'avez pas trop d'informations, comment vous faites en fait pour traiter ces annonces-là sans trop savoir ce qui va se passer? Merci. Alors, sur le point que vous soulevez, en fait, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très loin, parce que, en fait, il s'attaque à une vieille arnaque du capitalisme, qui est le rachat d'actions pour faire monter les cours de bourse, qui est un truc que même les libéraux, vous lisez l'opinion, ils sont pour la taxation exceptionnelle de ce truc-là. Donc c'est la réponse de Macron systémique au problème actuel, c'est de faire quelque chose que demandent les libéraux depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on qu'on tempère l'ardeur des actionnaires pour faire des rachats d'actions, pour augmenter à la fois les rémunérations du top management qui a ces actions-là, et aussi de soutenir artificiellement la hausse des cours de bourse. C'est ça ce qui... Enfin, j'espère que j'ai été clair, je suis désolé, je suis allé vite. Mais en gros, c'est... ça, on le voit venir de loin, quoi. Donc, mais sinon, bon, plus largement... bon, déjà, on appelle tout le temps Bercy pour avoir des précisions. Mais en général, c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais trop été... en général, ils répondent... Je pense que c'est plus compliqué sur les lois sociales. Mes collègues, je pense que c'est plus compliqué. Ce qu'il y a à l'intérieur de la réforme des retraites, les concessions, etc., c'est toujours plus complexe. Moi, je suis moins gêné qu'eux, je pense, là-dessus, parce que, en gros, on le voit venir. De toute façon, Macron, il va pas faire il va pas socialiser l'économie, quoi. Donc, bon, on voit bien, quoi. C'est des petites touches à chaque fois pour essayer de donner des contreparties sans. Et en fait, en plus, là, c'est une contribution exceptionnelle, alors que le rachat d'actions, il faudrait énormément le réglementer, si ce n'est l'interdire, mais alors pas sur une sorte de profit exceptionnel, ça n'a aucun sens. Moi, je peux quand même dire que sur la réforme des retraites, on a eu toutes les explications qu'on voulait, mais il n'avait pas toutes les réponses. C'est ça qui est frappant. Donc Elisabeth Borne a fait ses annonces le 10 janvier, je crois. Ouais. Le 11, le lendemain, il y avait un brief, une réunion au téléphone entre Matignon, enfin les conseillers de Matignon spécialisés, les conseillers spécialisés du ministère du Travail et, je sais pas, une quarantaine de journalistes. On a posé nos questions par écrit, ils ont répondu à toutes les questions. Donc notamment les fameux 1 200 €, on le savait dès le 11 janvier, qu'ils ne savaient pas combien de gens le toucheraient, que ça ne serait pas pour tout le monde, que ça ne serait pas une carrière complète, etc. etc. Bon, après, ça dépend de comment les journalistes se saisissent de ces sujets-là. Donc ça, en général, ça se passe bien. Mais c'est quand même pas évident d'avoir des réponses précises. Et il y a un cas particulier, je vais laisser Cécile en parler, qui est, nous, le ministère du Travail, depuis l'arrivée d'Olivier Dussopt, c'est très compliqué d'avoir des réponses. Oui, effectivement, c'est peu de le dire, c'est compliqué d'avoir des réponses avec les services du ministre du Travail. Bon, on a différents canaux possibles de communication, le téléphone, les mails, mais surtout on a une boucle WhatsApp dans laquelle il y a l'essentiel des journalistes sociaux, éco aussi, et donc qui peuvent poser des questions en direct sur la boucle WhatsApp, et les services qui s'occupent de la communication d'Olivier Dussopt répondent. Sauf qu'effectivement, depuis l'arrivée d'Olivier Dussopt, c'est vraiment très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a certains jours, on se faisait la réflexion hier, par exemple ces derniers jours, sur cette boucle WhatsApp, c'était la photo d'Olivier Dussopt avec son prochain passage presse. Voilà, Olivier Dussopt sera sur RTL demain ou sur LCI, et c'est tout. Et il y a parfois des moments vraiment compliqués où on pose des questions et on n'a pas de réponse. Mais vraiment le silence, quoi. Il n'y a plus de son, plus d'image, donc on insiste. Et puis les autres collègues viennent j'allais dire en renfort, mais c'est même pas ça, parce que ça les intéresse aussi, quoi. Donc pour dire, bah oui, moi aussi j'aimerais avoir une réponse, et puis il n'y a pas de réponse.
Ou alors parfois, il faut le reconnaître, une réponse un peu agacée, une non-réponse agacée. Et ça a été très très frappant sur la question des 1 200 euros, sur le minimum contributif, où on a vraiment senti la fébrilité. Quand Jérôme Guedj est allé chercher les infos, je ne sais pas si vous vous souvenez, le député qui est allé chercher les infos, il y a eu des journalistes qui ont posé des questions avec énormément d'insistance et avec une grande politesse, mais qui s'agaçaient vraiment fortement de ne pas avoir de réponse. Mais il n'y avait pas de réponse. Et c'est assez difficile, parfois. C'est compliqué. Moi, juste pour ajouter rapidement, empiriquement, moi j'ai constaté entre l'avant-Macronie et l'après, à partir de 2017, une forme d'opacité. C'est pas une opacité, c'est en fait, chaque gouvernement a tout intérêt à parler aux journalistes pour expliquer ses réformes, etc. Et eux, en fait, ils ont c'est leur culture de la communication. Beaucoup de gens en Macronie viennent des cabinets de conseil, de com, etc. Et en fait, ils vont pas dans le fond. Il y a beaucoup de ministres qui ne sont jamais allés dans le fond des choses, qui n'avaient pas cette culture-là. Et c'est assez frappant, je trouve, quand ils disent qu'ils n'ont pas fait assez preuve de pédagogie sur la réforme des retraites, alors que c'est leur culture de ne pas faire preuve de pédagogie, en fait. Et moi, j'ai remarqué ça quand je suivais... Bruno Le Maire, c'est différent, c'est un gars de la droite, ils ont quand même une culture quand même pour répondre. Mais il y a plein de ministères, par exemple de Normandie, j'avais suivi de Normandie quand il était au logement, c'est terrible, c'est pareil avec du SOPT au ministère du Travail, etc. Et en fait, je pense qu'il y a eu un basculement de ce point de vue-là, et en fait, ils peuvent que se reprocher à eux-mêmes de ne pas être assez pédagogues, parce que sur un certain nombre de ministères, c'est selon le ministre, en fait, ou la ministre, ils répondent pas, quoi. Dernière chose, pardon, juste, parfois on a l'impression que ça les agace, même quand on pose des questions trop précises, et il y a quelque chose qui a été très frappant, et c'était surtout sur la question de l'assurance chômage, parce qu'il faut le reconnaître, c'est un sujet qui peut être un peu complexe, la réglementation de l'assurance chômage, et souvent sur les plateaux télé ou radio, la pirouette avec laquelle ils s'en sortent systématiquement, c'est de dire mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop technique. Sous-entendu, vous n'avez pas le droit, on ne peut pas avoir accès à cette info parce que c'est trop technique. Alors que parfois il y a des points, certes, qui sont techniques, mais enfin on est là pour les expliquer. En fait, nous c'est notre job de les expliquer. Et c'est vraiment agaçant en fait de voir cette pirouette systématique. Et ça a été aussi dit sur les retraites d'ailleurs. Et juste pour rééquilibrer ce que vient de dire, il faut quand même dire qu'autour d'Elisabeth Borne, quand elle était au ministère du Travail avant et à Matignon, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Ils sont beaucoup plus pro, clairs, et même un peu, ils sont loyaux, quoi. On pose des questions, ils répondent, même s'ils savent bien qu'on va pas écrire un article laudateur. Donc ça dépend beaucoup du ministre, de la personne et de son équipe. Voilà. Donc il y a une autre question, je crois. Oui, vous parliez du SOP qui est le ministre qui n'a pas à rendre des comptes, hein, bien sûr. C'est le ministre qui n'a pas à rendre des comptes, donc par définition, voilà. Juste un élément au sujet du rationnel économique de la réforme des retraites. Il y a un article qui est sorti dans Mediapart cette semaine qui reprenait une publication des grévistes de l'INSEE que j'ai trouvé super intéressante parce que justement, on démonte complètement cet argument des économies qui sont faites et surtout, ce que je trouve intéressant, on arrive à une réforme qui est plus idéologique qu'économique parce que dans cet article, justement, les gars de l'INSEE grévistes font une analyse. Alors, vous savez sûrement mieux que moi en détail, mais en gros, ce que j'ai retenu, c'est que l'analyse qu'ils ont faite de la dernière réforme des retraites et du passage de 60 à 62 ans, c'est qu'il y a eu 100 000 chômeurs de plus et que les économies qui ont été faites sur le système de retraite, elles ont été contrebalancées sur l'assurance chômage et l'assurance maladie. Donc, quand je vois ça, je me dis c'est vraiment une réforme idéologique parce que c'est des bouts de chandelle. Et il y a des tas d'économistes, dont Zemmour, qui l'ont dit. Je veux dire, cet argent, ce qu'ils vont économiser, on peut le trouver largement ailleurs en allant puiser dans d'autres choses et en ayant de l'imagination et ce qu'on veut. Donc ça, c'était un point. Et après, pour rebondir sur ce qu'a dit Khadija tout à l'heure, quand on parlait de l'espace pour les colères sociales, qu'est-ce que vous sentez-vous de ce qui se passe maintenant dans les universités? On n'en a pas parlé du tout. Il y a les grévistes, il y a le monde du travail, il y a les gens qui bougent. Hein. Moi, j'ai vu ceux qui étaient dans les manifestations. On peut dire beaucoup de choses là-dessus. Mais quid des universités et de ce qui commence à monter? Est-ce que ça peut nous rappeler des vieilles lunes de 68, par exemple? Moi, je me souviens d'une conférence de l'intersyndicale
il y a... Oh là là, je sais plus vous dire, il y en a eu trop. Mais c'était il y a 2 semaines ou un truc comme... C'était avant le 49.3, c'était une semaine avant le 49.3. C'était à Montreuil, au siège de la CGT. Et moi, j'avais posé une question aux représentants des jeunes, on va dire, ce groupe social très hétérogène, mais en gros, il y avait la Voix lycéenne, donc le syndicat qui s'appelait avant l'Union nationale des lycéens. Il y avait l'UNEF, il y avait la FAGE, etc. Alors, la première chose qu'on peut dire sur la mobilisation des jeunes, c'est comme dans le monde du travail, il y a une intersyndicale incroyable. D'habitude, mettre d'accord la FAGE et l'UNEF, et l'alternative, c'est pas tout à fait simple. L'alternative, c'est un syndicat qui se positionnerait encore un peu plus à gauche que l'UNEF, je dirais. Donc déjà, il y a une large alternative, il y a une large intersyndicale. Et moi, la question que je leur avais posée, gentiment, hein, mais c'était vous êtes où? Parce qu'en fait, avant le 49.3, il n'y avait pas de grosse mobilisation dans les lycées, dans les facs, à part dans les lycées comme par exemple Hélène Boucher ou quoi, où il y a toujours des mobilisations, mais à part ça, il n'y avait pas de mobilisation. Et ce qui a fait se bouger, mais vraiment fortement, les étudiants et les lycéens, c'est le 49.3, et quand on les interroge, c'est sur l'aspect démocratique qui s'interroge en fait. Là, récemment, là, j'étais à une manif de nuit à Paris, et donc il y avait beaucoup de jeunes. D'ailleurs, c'est à eux qu'on a donné la parole dans l'article avec Antoine Rouget. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que forcément, ils sont opposés à la réforme des retraites, mais pour eux, c'est un peu lointain. Quand ils parlent de la réforme des retraites, ils parlent beaucoup de leurs parents qui ont le dos cassé, les mains cassées, qui sont fatigués à 60 ans de travail, et de leur tante, de leur oncle, etc. Ils sont opposés à la réforme des retraites, mais ceux dont ils parlent beaucoup, c'est qu'ils sont opposés à ce durcissement du pouvoir qui, en fait, fait ce qu'il veut. Peu importe les sondages, peu importe ce que pense le monde du travail, peu importe les mobilisations parmi les plus grandes depuis 30 ans. Et donc moi je pense que ce qui a motivé et ce qui a fait vraiment se mobiliser la jeunesse même si c'est un peu large comme terme, c'est surtout beaucoup le 49.3. Et donc là ce qui est intéressant de voir, et moi ce que je trouve qui est beau de voir, c'est ce cortège qui va jusqu'à Gonfreville où les salariés grévistes de Total sont réquisitionnés. Et dans le cortège qui part de Paris, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, il y a des travailleurs, il y a des artistes. Il y avait par exemple Adèle Haenel ou le rappeur que j'adore, Avré Médine. Donc en fait, il y a une... Ou alors un autre truc que je vous raconte qui est un peu drôle sur les jeunes, c'est qu'à la mobilisation là, de nuit que j'avais couvert, il y a Toutatis et Polska. Alors j'imagine que vous ne les connaissez pas, mais tout le monde les connaît sinon. C'est 2 influenceuses très très jeunes, 19 et 22 ans, qui font des contenus, on va dire, beauté sur leur corps érotique. Je ne m'attendais pas du tout à les voir à la place de la République avec un drapeau et on est contre la réforme des retraites, etc. Et en fait, c'est ça aussi la mobilisation des jeunes, c'est-à-dire que ce n'est pas que les jeunes de Révolution Permanente, l'UNEF, les syndicats, etc. C'est une grande partie des jeunes et elles étaient là. Et quand on les interroge, parce que nous, à Mediapart, on les interroge, on n'a pas fait un truc sexiste comme a fait Quotidien sur elles en juste se moquant d'elles. Nous, on les a interrogées et elles disent des trucs que disent tous les manifestants, c'est-à-dire qu'elles ont été choquées par la violence démocratique de ce 49.3 et qu'aussi elles ne veulent pas voir leurs parents travailler jusqu'à 64 ans. Voilà sur ce que je peux dire de la mobilisation des jeunes, mais on a des super articles de Mathilde Goannec, qui est désormais en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur, et elle couvre très bien cette mobilisation qui est venue surtout après le 49.3. Quand la société du spectacle descend dans la rue contre ta réforme, t'es mal barré. Non mais oui. Juste un mot pour dire que ce qu'on voit dans ce mouvement social, c'est la profondeur, je mets des guillemets, du champ social. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment pas simplement des militants, pas simplement des gens habitués des manifs, c'est vraiment très très large. Quand on a fait plusieurs fois les jours de manifestation, ce qu'on appelle des lives, c'est-à-dire on publie sur le site des petits posts, des petits billets de plein de gens dans des manifs, dans des endroits différents, et on riait entre nous du nombre de métiers cités et de situations de gens cités. Donc Radija a gagné la palme avec une effaroucheuse d'oiseaux de Roissy, dont le métier est de faire peur aux oiseaux pour que les avions puissent décoller. Mais bon, entre ça et les influenceuses, ça touche très très large. Voilà. Du coup, moi, syndicaliste et plutôt habitué aux manifs, je confirme qu'on voit plein de gens qu'on ne voit pas d'habitude. Et peut-être quelque chose que je n'ai pas entendu de votre part, vous dites que tout le monde est contre. On a oublié le MEDEF quand même. Le MEDEF, ils sont pour ce gouvernement qui n'arrête pas de leur faire des cadeaux. Et qui, du coup, même si Ruth Bézieux disait il y a 6 mois que ce n'était pas la priorité, la réforme des retraites, aujourd'hui, il est bien content que Macron la fasse.
Et donc on a quand même cette difficulté, c'est que certes on a vu la CAPEB par-ci par-là ou quelques artisans qui s'y opposent, mais le MEDEF est grand silencieux. Et je pense que pour les salariés au moins, la réforme des retraites arrive en bout de course. Et vous l'avez dit, il y a l'inflation. L'inflation, on ne la connaît pas depuis 1986. Beaucoup de patrons qui sont là et de syndicalistes qui sont là ne savent pas négocier en temps d'inflation. Les patrons, ils veulent toujours en donner moins, les syndicalistes, normal. Chacun joue son rôle, mais on n'y arrive pas. Et ça pousse les colères. Et en plus, bon, et ce gouvernement, on vous avait dit que c'est le 49-3. Moi, je crois surtout que c'est le président. Parce que le jeudi, c'est le 49-3. Les services des renseignements généraux annoncent 800 000 manifestants pour le mardi suivant. On dépasse le million selon la police. Donc c'est quand même l'intervention du mercredi du pompier pyromane, excusez-moi, qui ravive. Et du coup, ben, nous, syndicalistes, on est plutôt contents parce qu'il a ravivé un peu la chose. Sur la réforme, alors, les deux réformes, du coup, du chômage et de la retraite, Conseil constitutionnel, on peut en attendre quoi? Parce que les deux, il y a eu des recours. Comment vous le voyez et comment ça peut encore attiser la colère ou pas? Okay. Peut-être Mathias ou Radija, vous pouvez répondre sur les patrons et moi je peux dire un mot sur le Conseil constitutionnel, simplement pour dire que le MEDEF est quand même dans une position ambiguë, ambivalente, parce que d'une part ils appellent officiellement à des réformes structurelles, donc la réforme de l'assurance chômage ils sont très pour, la réforme des retraites officiellement ils sont très pour, mais la vérité c'est que le patronat ne s'imagine pas employer des gens qui ont plus de 60 ans. Ça c'est la vérité, donc c'est aussi pour ça qu'on les entend très peu. Je peux laisser peut-être Radija raconter. Elle a fait un article sur les plans de départ des seniors dans les grandes entreprises françaises. C'est une pratique qui ne s'arrête pas. Oui, ben, c'est ça, j'allais dire. En fait, peut-être que le MEDEF, publiquement, politiquement, est favorable, mais en fait, les entreprises, les grosses entreprises, virent les vieux déjà. Pardon, mais ils virent les personnes avant l'âge de la retraite, parce qu'ils n'en veulent plus. On peut parler de Orange, il y a Renault qui le fait aussi, il y a Dassault, je ne vous parle pas de petites PME là. Ces entreprises-là, il y en a plein. Moi j'avais fait un article, je crois qu'il y en avait 4 ou 5, mais il y en a plein d'autres, qui en fait proposent des plans pour faire partir leurs seniors plus tôt que l'âge légal de la retraite. Et donc comment ils font, c'est que 2 ans, 3 ans, parfois même 4 ans avant l'âge de la retraite, ils leur proposent de les rémunérer à plus de 70% de leur salaire, 75%, 60%, ça dépend des entreprises, pour que ces personnes restent chez eux, ne travaillent pas, ils sont toujours comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise. Et quand ces 2 ans, 3 ans de temps sont écoulés, ils partent à la retraite avec toutes leurs cotisations, puisque pendant ce temps-là, l'entreprise, elle continue de cotiser. Alors, on se dit, mais pourquoi l'entreprise fait ça? Bon, déjà, il y a une question de discrimination par rapport à l'âge, mais aussi, ça leur permet de faire des plans sociaux, j'aime pas cette expression, des plans de licenciement déguisés. Parce que, en fait, pendant que ces personnes-là sont chez elles, en train d'être payées 70%, 75%, le reste de leurs collègues au travail ont une charge de travail supplémentaire, parce que vous pensez bien que c'est pas des départs qui sont remplacés. En fait, dans les entreprises sur lesquelles moi j'ai écrit, peut-être c'est pas le cas chez vous, mais en tout cas, nous, sur les entreprises sur lesquelles on a écrit, les salariés, les délégués syndicaux, peu importe le syndicat, disent en fait, toutes ces personnes qui partent là, pendant 2-3 ans, qu'elles sont pas là, en fait, elles sont pas remplacées. Et donc, pour les collègues qui restent, c'est une charge de travail supplémentaire qui est énorme. Et donc, que les patrons de ces entreprises-là, par leurs syndicats, soient favorables à la réforme des retraites, à l'allongement du temps de travail des personnes, alors que chez elles, moi c'était le titre de l'article, c'est elles se débarrassent des vieux, c'est quand même assez cocasse, quoi, je trouve. Et pour un petit exemple de quelques patrons qui ont pris le contre-pied, nous on avait fait un article sur la CAPEB des... Ah, vous connaissez. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, la CAPEB en Bretagne, en fait, c'est des artisans, des gens qui travaillent dans le BTP, etc., qui sont représentés au niveau national par la CAPEB nationale, qui est favorable à la réforme des retraites. Mais certains des Bretons ont dit non, nous on n'est pas favorable à cette réforme des retraites, on fait la grève, on paye les heures de grève de nos salariés et on ferme la boutique les jours de mobilisation. Donc il y a aussi des petits patrons, là c'est un super petit contre-exemple, mais qui sont contre cette réforme. Moi je trouve que c'est assez intéressant de voir que c'est un peu un jeu de dupes, quoi, parce que oui, c'est-à-dire que
faut savoir, en France, parce qu'on ne se représente pas, mais les multinationales, c'est 1 emploi sur 2 dans le privé. Et c'est pas les sous-traitants. Donc c'est énorme, 1 emploi sur 2 en France qui est dépendant de ces grosses boîtes qui, comme Redija l'a très bien documenté, sont des boîtes qui, par définition, vont chercher à ponctionner le maximum de valeur dans les salariés et estiment que le moment où le salarié est le plus productif, c'est entre 35 et 50 ans. Donc ils n'ont plus besoin après. C'est énorme. Et si vous voulez, donc, en fait, la réforme de Macron, elle est contraire au fonctionnement qui est très très critiquable, évidemment, du capitalisme actuel. C'est ce qui me fait marrer. Enfin, marrer, non, pas du tout. Et je peux répondre sur le Conseil constitutionnel. C'est des éléments, c'est des choses qu'on discute avec nos collègues, hein, notamment avec Hélène Salvi, qui a suivi l'exécutif et qui suit les institutions. Alors, il est très probable que le Conseil constitutionnel va censurer, donc supprimer certains des articles de la réforme des retraites. Mais il paraît, en tout cas à ce stade, ça serait très très étonnant qu'il censure toute la réforme. Mais donc on pourrait se retrouver dans une situation un peu baroque où ils vont dire vous avez choisi de passer par une réforme budgétaire, un plan de financement de la sécurité sociale. Donc tout ce qui n'est pas directement rapporté à la sécurité sociale, donc aux finances de la Sécu, tout ça je l'enlève. Et donc ça peut être des mesures qui sont censées compenser un peu la dureté de la réforme, l'index senior, les mesures de compensation pour la pénibilité, peut-être les différences d'âge de départ à la retraite. Bon, et donc on se retrouverait avec une réforme où il n'y aurait que l'âge légal qui serait conservé, quasiment, que le décalage de l'âge légal, et le reste, il faudrait recommencer à voter. Et le gouvernement s'en cache à peine. Ils ont anticipé et ils disent oui, mais si ça arrive, on mettra ça dans notre loi sur le travail qui sera présentée normalement au printemps. Bon, le problème, c'est que pour présenter leur loi, ils auront un ministre du Travail qui est un petit peu démonétisé quand même, qui a plus beaucoup de crédibilité, et ils n'auront pas de syndicats en face pour discuter. Et en plus, peut-être que les autres partis leur diront bah, débrouillez-vous. Mais on risque de se retrouver dans une situation, enfin on pourrait se retrouver dans une situation compliquée. Je suis frappée par la différence de couverture médiatique entre les manifs actuels et ceux des Gilets jaunes. Et je parle surtout de BFM TV. Les Gilets jaunes ont été diabolisés, ils ont été présentés comme effrayants et irrationnels. En revanche, les manifestants contre la réforme des retraites sont présentés comme sympathiques. Pensez-vous que c'est parce que les manifs actuels sont dirigés par les syndicats alors que les Gilets jaunes ont rejeté toute association avec les syndicats? Et avez-vous des commentaires généraux sur les similitudes et les différences entre les manifs actuels et les Gilets jaunes? Merci. Ouais. Oui, alors si tout le monde n'a pas entendu, la question repose sur la différence entre la perception des Gilets jaunes, donc de 2018-2019, et les manifestants contre la réforme des retraites. Alors, les Gilets jaunes aujourd'hui sont considérés comme pas sérieux. Vous avez dit diabolisés, c'est assez vrai, mais ce n'était pas le cas au départ du mouvement. En novembre 2018, quand ça a démarré, au contraire, c'était des manifestants qui étaient très, très, très largement soutenus par les médias, par une partie du patronat, par des gens qui n'ont pas l'habitude de soutenir les manifestants. C'était vraiment très, très frappant. Et les syndicats n'avaient pas prévu de se joindre au mouvement, étaient à la remorque, voire à la ramasse. Donc, durant quelques semaines, ce mouvement des Gilets jaunes a été très largement soutenu, notamment par les médias. Et ça a basculé début décembre, donc je ne sais pas, les 4e, 3e ou 4e et 5e manifestations, quand il y a eu de la violence assez forte, et notamment la journée où l'Arc de Triomphe a été attaqué. Et là, ça a basculé d'un coup. Et c'est vraiment net, la perception médiatique et même politique du mouvement a basculé d'un coup. Donc nous, ce qu'on a vu quand on était sur place, parce qu'on suivait toutes les manifestations, c'est que cette journée, en tout cas à Paris, de très grande violence, était très largement due aussi à une police et à des gendarmes très 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 hostiles et très violents. Dès le matin, en fait, ils avaient décidé d'interdire l'accès aux Champs-Élysées. Donc dès le matin à 8h30, il y a des gens qui sont pris des murs de lacrymogènes, des grenades désencerclantes, des grenades explosives sur la tête de 8h à 10h. Et après, on leur a interdit l'accès aux Champs-Élysées. Donc tous ces gens-là qui étaient quand même assez nombreux, quelques, je ne sais pas, des milliers, quelques dizaines de milliers, se sont retrouvés à se promener dans les rues de Paris sans objectif particulier. Donc ils étaient disséminés dans Paris
sans objectif, sans lieu de rassemblement, et donc ça s'est très épuisé, en colère, très énervé, fatigué, frappé par les policiers, et donc ça s'est très mal passé. Et à partir de là, les Gilets jaunes, la perception a basculé. Ensuite, il faut quand même dire que le mouvement qui n'avait pas de but, de mot d'ordre très clair, fatalement s'est effiloché, et ceux qui sont restés à la fin étaient très perméables à d'autres idéologies, et notamment des idéologies d'extrême droite, pas du tout de suite, mais au fur et à mesure, restent des petits groupes, certains marqués à gauche, certains marqués à l'extrême droite, et qui sont plus très nombreux. Et depuis le Covid aussi, il y a une agglomération, je ne peux pas le dire autrement, avec des mouvements, avec des gens qui sont anti-vax, ou au moins contre le pass sanitaire. Donc bon, c'est devenu un peu des groupuscules. Il y en a toujours, hein, il y a des manifestations dans Paris tous les samedis, ils sont toujours là. Mais en effet, la grande différence avec les manifestants contre la réforme des retraites, c'est que là, c'est vraiment très net, c'est des manifestations qui sont tenues par les syndicats, par les 8 syndicats de salariés, ce qui donne une assise très large et très institutionnelle. Et ça ne s'est jamais vu, en fait. Là, ça fait presque 3 mois que tous les syndicats de salariés se mettent d'accord sur des mots d'ordre. Ça n'est jamais arrivé. Et évidemment, le fait que la CFDT, qui, pendant des années, était très réticente à aller manifester, Laurent Berger ne s'en cachait pas. Hein. J'ai relu une interview qu'on avait fait de lui en 2018, où il disait, en gros, les manifestations nationales, c'est passé de mode. Oui, manifester pour son entreprise, pour des choses précises. Mais la manif avec un mot d'ordre général, c'est passé de mode, ça marche plus, c'est ringard, voilà. Donc pendant des années, la CFDT a tenu cette position. Le fait qu'ils y aillent, premièrement, et que deuxièmement, ils y aillent nombreux, avec des gens qui sont très motivés, et c'est une grande surprise pour les autres syndicats, bah ça donne une assise, une crédibilité institutionnelle très forte. Et juste pour terminer, ce qui est très frappant aussi quand on parle avec les gens, c'est qu'effectivement, un seul mot d'ordre, là pour le coup, le retrait de la réforme, ça fédère beaucoup. Et pour avoir discuté avec des personnes qui ont mené des blocages cette semaine, en début de semaine, des barrages filtrants aux entrées de la ville pour distribuer des tracts, et ils racontaient qu'ils étaient sidérés parce qu'ils avaient bloqué tout le nord de Montpellier, et que quand les gens arrivaient en voiture de tous les villages au nord de Montpellier, à leur niveau pour prendre les tracts, ils avaient un énorme sourire et ils leur disaient « Ah, jeudi, on va gagner !» Et pourtant, ils venaient de passer 1 heure, 1 heure et demie dans la bagnole à attendre. Et ils étaient vraiment frappés et ultra, du coup, poussés et motivés encore plus par ce soutien massif des gens, même quand on les embête, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, moi, en tout cas, et ça les pousse beaucoup à continuer. Et moi, pour le lien entre les Gilets jaunes et les syndicats, ce que je voulais dire, c'est que là, en ce moment, là, quand on se parle et quand on discute avec des syndicalistes, il y en a parfois qui ont peur que ça leur échappe des mains. Alors, c'est pas le cas de Solidaire, parce que Solidaire, c'est un syndicat à part qui se présente comme accompagnant le mouvement social, y compris celui qui déborde, et puis tant pis. Mais les autres syndicats, ils ont cette peur-là qu'à force de journées saute-mouton, comme on dit, c'est-à-dire où c'est pas des journées les unes après les autres, comme une grève générale, reconductible, sur un temps long, justement ça, il n'y a que Sud qui a appelé à ça, parmi l'intersyndicale, ils ont peur qu'en fait, ça leur échappe, et qu'il y ait des collectifs de personnes qui aillent faire des actions de violence contre des objets, voire contre des personnes. Et en fait, du coup, ils se questionnent sur leur propre, sur leur propre technique et sur leur propre discussion aussi avec le reste du mouvement social. Parce que le mouvement social contre la réforme des retraites, c'est pas du tout que les syndicats. On le voit là, toutes les nuits à Paris, c'est des gens qui sont pas forcément syndiqués, qui sont des travailleurs, qui sont des étudiants, etc. Et aujourd'hui, on n'a pas ce qu'on pourrait avoir en 2019, où il y a des représentants syndicaux qui, de manière très dure et ferme, je parle sous votre... condamnent les violences. Parce que là, ils savent que la violence, elle vient de l'État. Ils savent que l'État, depuis des mois, en fait, est violent avec le Parlement, est violent avec les gens, est violent avec l'intersyndicale en ne les écoutant pas et en passant en force. Et la violence de la rue répondant à la violence de l'État, les syndicats ont beaucoup plus de mal à réprimander ou à
Et donc du coup ça crée toute une sorte de question sur qu'est-ce que devient le mouvement social, jusqu'où les syndicats continueront à ne pas, réprimander, parce que je pense qu'ils se posent beaucoup la question, quoi, eux-mêmes, de jusqu'à où on accepte la violence face à la violence de l'État. Moi, juste une précision sur le traitement médiatique de cette réforme comparée aux Gilets jaunes, parce que j'ai écrit un article là-dessus. Donc, en fait, il y a une relative neutralité des grands médias au début de la réforme des retraites, de moins, comparé aux Gilets jaunes, surmédiatiser les violences, les affrontements. Il y a eu un peu plus de fond sur les plateaux. Et du coup, j'ai essayé de questionner ça. Et en fait, en discutant avec directrices, directeurs de chaînes, présentateurs, présentatrices connus, qui me parlaient en off, en gros, ils trouvent sincèrement que la réforme est mauvaise, en fait. Et ça paraît tout con, mais en fait, quand à la tête des chaînes, ils supportent, par exemple, en 2019, la réforme qui était par points, ils étaient pour cette réforme. Donc ils n'auraient pas du tout eu le même traitement médiatique. Et aussi, ils ont été choqués par deux trucs. Bon, évidemment, ils sont à la recherche d'audience et les retraites, ça fait énormément d'audience. C'est un sujet très concernant en France. Comparé à l'assurance chômage, par exemple, ils me disaient ça rend les gens tristes, l'assurance chômage, donc on traite pas trop. Les retraites, par contre, c'est important. Et par ailleurs aussi, ce qui est très très important de noter, c'est qu'il y a eu 3 mensonges énormes du gouvernement. Le fait que ce soit une réforme juste, le fait que ça ne défavorise pas les femmes et les 1200 €. C'était trop gros comme mensonge et ils n'ont pas pu occulter et au risque de se mettre leur audience à dos. Ils ne pouvaient pas soutenir le gouvernement quoi qu'il arrivait. Mais évidemment, si vous avez un peu regardé la semaine dernière, avec le début de manifs un peu plus violentes, là ils surmanifestent les violences dans les manifs et vous ne voyez plus les cortèges. Mais c'est assez récent. Pour le coup, au début, le traitement médiatique était beaucoup plus neutre par les grands médias si on compare avec les Gilets jaunes. Oui, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir. En premier lieu, j'aimerais remercier Mediapart d'avoir fait cette journée. Je suis là depuis 11h30 et je suis ravie. Voilà. Sur la question des retraites, j'avais 2 réflexions à faire. J'ai trouvé certains propos très intéressants parce qu'on disait que les précédentes réformes de retraite au niveau des économies, elles avaient été en partie mangées par le fait qu'il y ait plus de chômeurs, plus d'arrêts maladie. La première réflexion, c'est que, et je trouve qu'il y a très peu de personnes qui en parlent, c'est qu'on sait pertinemment qu'il y a une grosse tendance actuelle, c'est qu'il y a une espèce de, d'apparition de la robotisation dans le monde du travail qui va faire que mécaniquement, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont être au chômage. Ce phénomène va s'accentuer. On sait déjà qu'en Chine, il y a des robots PDG de banques. Au niveau des caisses, on a des caisses automatisées, les transports commencent à être automatisés et ça va un petit peu gagner la société au fur et à mesure. Et là, ce que je trouve assez dommage, c'est qu'on veuille repousser l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans et qu'alors on sait que déjà le marché du travail, ça va être un énorme problème. Les avancées qui sont faites, les changements qu'il y a, ça va poser un énorme problème en termes d'emploi. Donc je pense à titre personnel que c'est pas très cohérent. Et la deuxième réflexion que j'aimerais faire, c'est est-ce que, en fin de compte, parce que je vois les grèves qui se multiplient, et j'ai l'impression que c'est un petit peu toujours les mêmes choses. On a des appels à la grève, on a des personnes qui font grève, ça marche ou ça ne marche pas. Mais en tout cas, on a l'impression qu'au niveau du politique, ça ne fait pas énormément... ça fait pas très peur, ça fait pas très bouger. Donc, la question, c'est est-ce que en fait, l'avenir de la grève, ce serait pas de faire non pas de la grève comme la grève traditionnelle qu'on fait comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on dépose un préavis de grève et on va dans les manifestations, etc. le jour J. Est-ce que l'avenir de la grève, ce serait pas de faire du slow work, c'est-à-dire qu'on va au travail, on est là, mais on fait notre travail en 2 tensions, au rythme escargot. Est-ce que l'avenir de la grève, ce serait pas plutôt ça? Parce qu'il y aurait effectivement plus de casse au niveau du mobilier urbain, il y aurait plus de violences policières sur les manifestants, ça mobiliserait beaucoup plus. Donc voilà, ma question est celle-là. Est-ce que l'avenir de la grève, c'est pas un petit peu ça? Sur votre première réflexion, ce qui est assez incroyable, et vous avez bien raison de le souligner, c'est le manque de réflexion du gouvernement, du chef de l'État,
sur les mots MAUX du capitalisme moderne. Parce qu'on connaît l'idée. Évidemment, il y a toute l'idée de la transition écologique, mais il y a aussi ce fait qu'avec tous les services, les boulots à temps partiel, tous ces développements économiques, on fait perdre de la productivité à l'économie et mécaniquement de la croissance. Et évidemment, il y a ce dont vous parlez avec la robotisation. Je rappelle Benoît Hamon, qui avait, dans son programme de 2017, qui avait fait une taxe sur les robots. Là. Et beaucoup de gens à qui je discutais, qui étaient du monde de la finance, vraiment à droite, disaient que le type que cette proposition arrivait trop tôt mais que c'était une très bonne proposition et qu'il avait eu raison trop tôt. Bref. Mais c'est vrai que ça, c'est un gros problème puisque, par exemple, le gouvernement, c'était la Startup Nation entre 2015 et 2017, enfin la Macronie, et maintenant c'est devenu la réindustrialisation, le truc n'a rien à voir, c'est complètement l'opposé. Donc voilà, il y a une forme de bougeotte, ils font un peu les girouettes sur ce truc-là parce qu'ils n'ont pas de réflexion de long terme sur la réalité de l'économie qu'ils veulent mettre en place. C'est une réflexion de court terme qui est très comptable et aussi, je sais pas le bon mot, mais pour arriver au plein emploi, ils prennent pas le sujet par le bon bout. Arriver au plein emploi, c'est prenez le premier boulot qui vient, même s'il n'est pas productif, parce qu'in fine, du coup, ça créera pas de croissance. Donc sur le long terme, ce sera pas bon. Et donc c'est toujours des réflexions de court terme. Ou comptable, on fait des économies, ou alors, pour arriver au plein emploi, faut faire des emplois moins mal payés, à temps plus partiel. Et en fait, c'est la seule réflexion qu'ils ont. Ils n'ont pas de réflexion de long terme sur quelle économie on veut mettre en place, quel job, est-ce qu'il y a des jobs qui vont disparaître, quels sont ceux qui vont apparaître, etc. C'est très très faible dans le raisonnement du gouvernement. C'est souvent des discours de com', mais dans les faits, c'est très faible. Et je peux répondre à la deuxième, ou à moins que quelqu'un ait envie. Et sur la deuxième partie, la forme de la grève, il y a quand même... Pardon, je suis un petit peu malade. Je vais y arriver. La forme de la grève, il faut quand même avoir en tête que dans l'immense majorité des cas, les gens suivent les protocoles et les préavis, parce que sinon, ils sont menacés dans leur emploi. Donc, y compris ralentir la cadence, travailler un peu, en fait, c'est le meilleur moyen de nous faire virer. Donc, il y a le droit de grève qui est garanti par la Constitution. C'est l'aboutissement d'années de lutte, de combats et de gens virés, menacés pour la grève. Et donc, en fait, la plupart des salariés n'ont pas vraiment le choix de faire autrement que ça. Évidemment, le point ultime, c'est dans les transports, où on doit se déclarer 48 heures à l'avance. Donc c'est ça la fameuse loi du service minimum de Nicolas Sarkozy. C'est pas un service minimum, mais on doit déclarer à l'avance dans les écoles primaires, dans les transports, qu'on va se mettre en grève pour que la direction puisse s'organiser autrement. Donc en fait, bien sûr que ça fait pas forcément très peur, c'est un peu plan-plan, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas vraiment faire autrement. Voilà. Après, la réflexion qui me vient quand vous dites c'est plan-plan, ça fait pas peur au gouvernement, c'est vrai, et c'est un problème. Parce que le message que fait passer le gouvernement, il n'y en a que un, qui est répété par tout le monde depuis maintenant un mois, c'est en fait ils veulent qu'on soit violent, ils veulent qu'on casse un truc, ils veulent qu'on tue un flic, ils veulent qu'on aille défoncer une porte de ministère avec un transpalette, voilà, c'est ça qu'ils veulent. Et on ne peut pas dire le contraire, ça a l'air d'être vrai. En tout cas pour l'instant, officiellement, le gouvernement s'accommode complètement de manifestations qui sont régulièrement les plus hautes, jamais organisées par des syndicats, enfin les plus grandes en nombre, jamais organisées par des syndicats depuis les années 80, 1968, on n'en sait rien, depuis 40 ou 50 ans. Ça n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup le gouvernement, ce qui est une erreur monumentale. Voilà, mais nous, on n'est pas dans la tête du gouvernement, malheureusement. Et je voulais aussi dire, il y a d'autres formes de grève, alors c'est minoritaire, mais qui font, elles, très peur au gouvernement. C'est par exemple le blocage des zones industrielles, le blocage des plateformes de pétrochimie. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils réquisitionnent, parce qu'ils en ont absolument besoin pour le fonctionnement normal de leur économie. C'est ce que font les électriciens et les gaziers depuis le début de ce mouvement, notamment ceux syndiqués à la CGT. Donc il y a deux choses qu'ils font. Il y a les actions Robin des Bois. Donc Robin des Bois, il fait quoi? Déjà, il redonne aux plus pauvres. Donc les électriciens et les gaziers, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent de l'électricité et du gaz gratuit ou à moins 50% de manière illégale, mais eux, ils jugent ça moral, à des quartiers populaires dans pleine ville en France. Et en parallèle, ils reprennent aux plus riches, comme Robin des Bois,
qu'est-ce qu'ils font? Ils vont couper en électricité des permanences et maintenant même des domiciles de députés qui soutiennent la réforme des retraites. Donc ça, vous trouvez que... Avant, on parlait de choses qui font pas peur. Là, pour le coup, ça leur fait très peur, ce genre d'action. Et les électriciens et les gaziers, ils ont démontré une très grande créativité dans leur moyen de faire très peur au gouvernement. Ils coupent des trucs même... par exemple, à Marseille, ils ont coupé la Bonne Mère. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes... Bon, mais c'est pas grave. Mais ils ont coupé plein de trucs, voilà, pas juste des députés, des lieux de pouvoir, de représentation, etc. Ils ont coupé Brégançon. Voilà. Donc ça, je pense... Alors, c'est des petites actions. On ne parle pas de tout le mouvement social, mais dans le mouvement social, il y a quand même des gens qui font peur au gouvernement. On a évoqué l'élargissement au sein des mobilisations de certaines revendications qui sont passées de Borne, du SOP à la figure de Macron, tout ce qu'allait avec des corollaires de cet élargissement, les salaires ou autres. On a l'impression qu'en fait on peut avoir un élargissement graduel assez régulier de ce point de vue-là. Ce que vous évoquiez là, pour ma part, ça me rappelle un article qui avait été publié chez vous par Romaric Gaudin et Fabien Escalona, qui s'appelait Élargir le front, durcir le ton, et qui notamment prêtait attention à cette mobilisation comme un phénomène de résistance à un approfondissement du néolibéralisme en France. Est-ce que vous avez le sentiment que cet élargissement progressif des revendications qu'on peut avoir au sein des mobilisations va dans le sens d'une désignation un peu plus générale de ce phénomène néolibéral et son application en France? Est-ce qu'on irait sur ce niveau-là de généralité, ou alors c'est un geste beaucoup trop simple de vouloir, comme je pourrais le penser, imaginer que puisqu'on a cet élargissement graduel, on pourrait, ce qu'on observerait dans les mobilisations, ce serait d'aller dans ce sens-là, puisque après tout, on peut retrouver dans certains de vos articles le fait de désigner comme cause de cette mobilisation des éléments d'un point de vue économique qui ressortent purement de cette logique néolibérale-là. Alors, je réponds, ouais. Alors, je pense que là, en gros, la question de est-ce que le mouvement cherche à s'élargir, à s'attaquer au néolibéralisme, à aller au-delà du mot d'ordre sur les retraites, je pense que c'est toute la difficulté de l'intersyndicale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont quand même très divers. Ce que vous dites, le syndicat solidaire serait ravi d'y aller, de dire on s'attaque à toutes les formes du capitalisme. La CFTC beaucoup moins, la CFE-CGC, le syndicat des cadres beaucoup moins, l'UNSA non, officiellement la CGT non plus, mais ses troupes peut-être, et surtout la CFDT pas du tout. C'est-à-dire que ce qui fait la force, et donc peut-être un jour la limite de l'intersyndicale, c'est qu'ils cherchent simplement ou uniquement le retrait de l'allongement de l'âge légal de départ, du recul de l'âge légal de départ. Ils n'iront pas plus loin ensemble. Et jusqu'à présent, tous les partis les plus radicales de cette intersyndicale ont bien fait attention à garder avec eux ou à rester dans le même train que les plus modérés. C'est la nouveauté vraiment forte de ce mouvement social. Et du coup, pour les syndicats, les structures syndicales, ils s'arrêteront là. Si le Conseil constitutionnel valide la loi, la CFDT va s'arrêter. Une fois que ça sera promulgué, ils vont encore essayer, mais ils feront plus grand-chose. Voilà. Là, après, la vraie question, c'est les gens dans la rue, les troupes des syndicats, les gens qui manifestent aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie question, et ça inquiète notamment beaucoup la CFDT. Dans un article récent, j'ai juste cité une petite note interne de la direction, où ils disent attention à la récupération de l'extrême gauche, nous on est des gens responsables et raisonnables, pas de violence. Donc ils en sont bien conscients que peut-être leurs troupes vont aller plus loin qu'eux. Mais néanmoins, si vous voulez, vous n'aurez pas les policiers d'Alliance Police qui sont affiliés à la CFE-CGC, vous n'aurez pas les cadres des supermarchés de la CFDT qui iront dans la rue pour foutre par terre le capitalisme. Ça n'arrivera pas, quoi. Donc, après, c'est la dialectique entre l'élargissement, entre
l'élargissement de la mobilisation et la masse des gens qui y sont, quoi. Et petite remarque aussi, en tout cas moi j'ai l'impression, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a un vrai regain d'espoir. Alors qui dit pas forcément des mots précis sur ce qu'on espère, mais en tout cas très récemment il y a pas mal de gens qui m'ont dit, qui m'ont parlé de force collective et ça les a reboostés, ça leur a donné un nouvel espoir de peut-être d'inventer à l'avenir des nouvelles formes de lutte et peut-être des fois de gagner, des fois de pas gagner. Mais ça a vraiment suscité quelque chose, ressuscité quelque chose. Et je pense notamment à des profs avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps, qui ont créé un collectif qui regroupe tous les degrés de l'enseignement, de la maternelle à l'enseignement supérieur. Et il y a une prof de lycée qui m'a dit quelque chose qui m'a frappée. Elle a dit, nous, dans l'éducation nationale, ça fait pendant plusieurs années, on s'est battu pour des choses, on a toujours perdu, tout le temps. Et on n'était pas très soutenus parce que les gens soupiraient, oh, encore des grèves, etc. Enfin, elle dit, on a tout le temps perdu sur tous les tableaux. Et là, en fait, on y croit. Parce que ça aussi, les gens le disent beaucoup hein, sur le terrain, quand on leur pose la classique et sempiternelle question, alors comment vous le voyez évoluer ce mouvement? Les gens vous disent à chaque fois, on y croit, sinon on ne serait pas là. Et voilà, ça a vraiment redonné quelque chose. Je ne sais pas ce qui va advenir après. Moi, je ne me risquerai pas à une analyse ou à lire dans une boule de cristal, mais vraiment, il y a un truc qui bouillonne et qui est super intéressant à écouter et à regarder. Et moi, je voulais juste dire un truc par rapport à ça, c'est que nous aussi, ça nous fait un peu du bien. Surtout le pôle social, mais on pourrait rajouter le pôle économie. Pour rigoler, à Mediapart, on nous appelle le pôle joie et bonne humeur, ce qui est complètement une blague, parce qu'on raconte que des trucs horribles sur le monde du travail. Et c'est pas parce qu'on le choisit, c'est parce que le monde du travail, il est violent avec les travailleurs, donc bon, ben voilà. Et en fait, ce mouvement, ça nous fait un peu du bien parce que enfin, les sujets que nous, en tant que journalistes, avec les syndicalistes, etc., on porte, c'est-à-dire sur la pénibilité, sur qu'est-ce que c'est que de travailler, etc., enfin, ils prennent une place médiatique importante. On n'est plus les seuls, on est quasiment devenus mainstream parce que, en fait, on se rend compte que plein de confrères dans plein de médias qui ne sont pas forcément des médias indépendants ou portés sur les questions du travail écrivent ce que nous on écrit depuis des années. Et Michael Zemmour, c'est un exemple parfait. On l'a invité il y a longtemps, maintenant il est invité partout et nous ça nous fait vraiment, désolé de parler de nous un peu, mais ça nous fait plaisir de voir qu'enfin les sujets du monde du travail, de la pénibilité, que la parole des travailleurs elle redevient centrale et qu'on les voit dans toute leur diversité dans la rue et nombreux. Que on verra s'ils vont gagner contre cette réforme des retraites, mais au moins ils auront gagné une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu une intersyndicale aussi soudée et large depuis des années, et il n'y a jamais eu autant de travailleurs qui se sont rencontrés, qui se sont parlé, qui ont raconté ce qu'était le monde du travail pour eux, qui se sont politisés, qui se sont syndiqués. À la CGT ou à la CFDT, il y a des records de syndicalisation ces derniers mois, et tout ça... même si c'est dans un mouvement très dur, avec des violences policières, avec la violence de ce gouvernement, mais c'est quand même des choses qui donnent un petit peu d'espoir dans la vitalité du mouvement social. Et ce qui est vraiment formidable aussi, c'est que les gens ont parlé d'eux. Les gens ont parlé d'eux, de leur métier, de leurs difficultés, de leurs craintes de vieillir dans leur métier et de ne pas pouvoir profiter de la vie d'après. Ils ont parlé de leur corps cassé, ils ont parlé de leurs parents, de leurs grands-parents. Enfin, c'est ça aussi qui est hyper intéressant pour nous. Effectivement, enfin, on se dit, ça y est, on est devenu mainstream, comme tu dis. Mais c'est très grisant aussi, et j'espère aussi pour les gens qui peuvent parler d'eux, de donner la parole et de les entendre enfin. Enfin, on a vu dans plein de médias, on a enfin vu on n'a rien inventé nous avant, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on a entendu plus ça, les gens qui parlent de leur corps, de leur métier, de leur quotidien, et ça fait du bien en fait d'entendre
cette France qui travaille autrement que quand on parle de la France qui se lève tôt et de séparer le monde et de la valeur travail et de séparer les travailleurs des chômeurs qui font rien. Et c'est vrai que on va retenir plein de choses de ce mouvement social. Il n'est pas fini, mais il va y avoir plein de choses à en retenir. On me dit qu'il reste 3 questions. Et je vais juste, moi je vais vous laisser, parce que petite coulisse, c'est moi qui publie les articles aujourd'hui sur le site de Mediapart. Donc j'y retourne. Donc merci beaucoup. Et si tu veux, Mathias, te mettre à ma place. En fait, c'était vraiment pour continuer dans ce que vous disiez, c'était que c'est vraiment frappant le passage de la valeur travail au discours sur le travail. Et ce que vous avez fait depuis des années, effectivement, là maintenant, c'est devenu complètement fort. Et il va falloir qu'on voit ce que ça va donner dans les boîtes et au niveau du syndicalisme, comment le travail va redevenir un objet de discussion vraiment. L'autre question que je voulais poser, c'est comment vous le sentez actuellement au niveau de la syndicalisation. Parce qu'il y a un certain nombre d'endroits où on commence à lire qu'il y a eu des vagues d'adhésion massive à la CFDT, à la CGT, qu'il y a notamment des jeunes qui reconstruisent, qui s'y mettent vraiment. Et donc voilà, sur comment maintenant vous le voyez dans vos différents lieux de reportage. Alors, moi je pars demain pour le congrès de la CGT, qui a lieu à Clermont-Ferrand toute la semaine prochaine. Et c'est un des gros enjeux qu'ils ont, eux, c'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soit pas qu'un moment, en fait. Que les gens qu'ils ont captés à travers la mobilisation pour la réforme des retraites restent dans le syndicat. C'est une grosse question pour les jeunes, par exemple. Vous citiez les jeunes. En fait, il y a plusieurs candidats pour devenir secrétaire général de la CGT posent la question des jeunes, parce que les jeunes travailleurs qui sont aussi étudiants, vous voyez, pendant 6 mois, ils travaillent à McDo, et après, ils vont devenir ouvreurs dans un théâtre, et après, et donc c'est difficile de les syndiquer et de les suivre, parce que là, pour le moment, par exemple, à la CGT et dans d'autres confédérations, ils doivent à chaque fois changer de syndicat. Donc ça vous a l'air un peu de la cuisine interne, mais ça, c'est ces petits trucs techniques qui font que des syndiqués restent, c'est que ce soit aussi simple pour eux, etc. Donc là, par exemple, la CGT, ils sont en train de réfléchir à faire une fédération des jeunes travailleurs pour qu'à chaque fois, ils ne changent pas de fédération. L'autre enjeu pour moi, gros enjeu du monde du travail et de la syndicalisation pour qu'ils gardent leur syndiqué, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire aux collectifs corporatistes. Parce qu'en fait, on l'a vu dans cette réforme des retraites et aussi dans les mobilisations pour les salaires, dans des entreprises, y compris où il y a des forts syndicats, il y a des collectifs qui se créent sur des questions corporatistes. Je vous parle par exemple de la SNCF. Les cheminots, c'est une profession qui est très syndiquée. Et pourtant, pour porter leurs revendications, c'était il y a quelques mois là, les contrôleurs ont créé leur propre collectif sur Facebook. Certains syndicats parlaient de gilet jaunisation de l'action syndicale en gros, mais ils se sont organisés entre eux parce qu'ils ne se sentaient pas entendus par leur syndicat, et donc entre eux ils ont organisé des grèves dont on a parlé partout il y a quelques mois, et ils ont obtenu des choses, et ça s'est fait sans les syndicats. Enfin, les syndicats ont juste déposé des préavis de grève, par politesse j'allais dire, mais ils n'ont pas du tout accompagné le mouvement, parce que les syndicats dans leur globalité, mais surtout la CGT, refusent de porter des revendications corporatistes. Eux, ils sont plus sur l'ensemble du métier ou l'ensemble de leur corporation. Donc, la syndicalisation des jeunes, les garder et pas les faire changer à chaque fois de fédération, être attentif aux demandes corporatistes des salariés et savoir comment on se positionne par rapport à ça. Ça, pour moi aussi, c'est le deuxième gros enjeu des syndicats pour en fait mobiliser au-delà pour garder les syndiqués au-delà des mobilisations sociales. Et un autre enjeu qui commence à se poser beaucoup pour les syndicats, c'est les questions aussi, on va dire, sociétales, donc écologiques. On a vu que la CGT avait, par exemple, signé le texte du collectif Plus Jamais Ça. Ça a fait débat au sein de la CGT, sur les questions des violences sexistes et sexuelles, sur les questions du racisme, etc. C'est aussi des questions sur lesquelles les jeunes syndiqués qui arrivent là avec ce mouvement attendent beaucoup de leurs syndicats. Donc il y a des syndicats qui avancent et qui se posent des questions aussi sur ça pour accompagner les questions du travail, d'autres questions. Et il y en a d'autres qui sont un peu à la ramasse. Donc pour moi, ces 3 enjeux-là, qu'est-ce qu'on fait des jeunes syndiqués qui arrivent là en masse, comment on garde les gens mobilisés qui sont venus pendant une mobilisation particulière,
et aussi comment on se positionne par rapport aux questions de race, de classe, de genre, d'écologie. Ça, pour moi, c'est les grands enjeux, et aussi comment on fait par rapport aux ces collectifs corporatistes, qu'est-ce qu'on fait d'eux. Après, voilà. Pour moi, ça, c'est les grands trucs qui feraient que les syndicats garderaient les gens et agrégeraient encore plus de mobilisation. Khadija, elle a été hyper complète. Non, si. Et je voulais juste rajouter une chose, c'est que les ordonnances travail, quand Macron est arrivé en 2017, ont fait beaucoup de tort et de mal au dialogue social. Et ont notamment, par leur forme, par la suppression de certaines instances et de certaines représentations dans les entreprises, elles ont parfois coupé l'herbe sous le pied de parcours militants puis syndicalistes qui pouvaient exister, et qui existent toujours heureusement, mais dans le cheminement, en fait, la suppression de certaines représentations et instances stopper ça net, et du coup le dialogue social, ça c'est pareil, on l'a énormément documenté sur Mediapart, ça a vraiment fait beaucoup de mal. Donc là c'est intéressant de voir qu'il y a effectivement des adhésions en masse à certains syndicats qui restent et qui sont particulièrement vigilants aussi à toutes les formes de discrimination syndicale qui, on le voit, ils deviennent de plus en plus... Est-ce qu'on en parle un peu plus ou est-ce qu'elles deviennent plus fortes? Ça, c'est toute la question. Mais ça commence à être aussi quelque chose d'un petit peu inquiétant. Par exemple, après les grandes grèves, une longue période de grève dans l'entreprise Sanofi dont je parlais tout à l'heure, pour les salaires, donc c'était avant les manifestations pour la réforme des retraites, les Sanofi se sont sacrément battus. Bon, ils ont malheureusement pas obtenu ce qu'ils souhaitaient, mais ils se sont bien battus. Et depuis, on observe des licenciements, des menaces de licenciement de salariés qui ont participé à la grève, y compris de personnes qui sont représentants du personnel et qui sont des salariés dits protégés. Donc on ne peut pas les licencier comme ça par la voie classique, entre guillemets, avec plein de guillemets. Ça doit être d'abord validé par l'inspection du travail, par exemple. Mais Sanofi, ça ne leur a pas posé de problème. Il y a deux CGTistes actuellement en Seine-Maritime qui ont reçu leur lettre de licenciement pour faute lourde, pour avoir participé à des blocages d'un site. Donc l'inspection du travail doit se prononcer sous peu. Et c'est moi qui crée ceci. Et il y a eu, je terminerai là-dessus, l'article dans l'Humanité avant-hier, oui c'est ça, jeudi, sur une note qui émane de la Direction générale du travail, donc du ministère du Travail, qui a été envoyée aux inspections du travail, alors qui ne leur donne aucune consigne, hein, soyons bien clairs, la note ne dit pas licencier les syndicalistes, mais c'est une note en fait que la CGT a qualifié de guide pratique pour faciliter les licenciements des syndicalistes. Et effectivement, la note donne plein d'exemples de jurisprudence pour dire, voyez là, l'inspection du travail a validé le licenciement d'une syndicaliste ou d'un syndicaliste sur ce point bien précis. Et la CGT a fait du bruit autour de ça. Donc ça a fait d'ailleurs, ça a même fait réagir le ministre du Travail sur Twitter, parce que nous, il ne nous répond pas, mais il tweet. Parce que derrière, on a posé des questions, ils n'ont pas répondu. Donc il y a un vrai point d'alerte aussi là-dessus. Alors c'est pas vraiment votre question, mais ça m'a amené à ça. Il faut être vigilant aussi là-dessus. Bonsoir. Bonsoir, merci pour tout ce que vous faites. Je le répète comme d'autres. Je voulais juste aborder pourquoi les gens ne veulent pas de 64 ans pour la retraite. Alors on parle de la pénibilité, hein, c'est une certaine catégorie de personnes qui travaillent dans des métiers pénibles. Mais il y a aussi une notion que l'ergonomie, dont je fais partie, hein, je suis ergonome de métier, on met en avant, c'est la soutenabilité du travail en fait. Et qui là, certainement, concerne la plupart d'entre nous, j'allais dire, dans le sens où les charges de travail aujourd'hui sont ce qu'elles sont. Après, on peut faire le lien avec le capitalisme effréné aujourd'hui. Donc cette notion de soutenabilité du travail, je l'entends pas suffisamment. Moi, je la travaille, mais je ne l'entends pas suffisamment comme un argument vraiment
fédérateur en fait. Beaucoup plus que la pénibilité, ça concerne certaines personnes. Certaines personnes peuvent travailler jusqu'à 70 ans, ils en ont besoin. Ok. Mais cette notion, je crois qu'elle fait aussi qu'on retrouve des costards-cravates qui font des barricades et je ne sais quoi, tout ce que je peux entendre ici et là. Moi, ça ne m'étonne pas. Hein, les risques psychosociaux, les suicides au travail concernent énormément de cadres. Beaucoup plus de cadres qui sont pris entre le marteau et l'enclume. Enfin, toutes ces notions-là sont extrêmement documentées. Les sciences humaines et sociales, l'ergonomie, la psychodynamique du travail. Voilà, donc je voulais poser ça. Et est-ce que c'est des choses que voilà, vous percevez qui sont pour vous aussi peut-être des références ou je ne sais quoi. Et je voulais juste ajouter par rapport à la dame tout à l'heure, il y a une notion, plutôt que de faire du slow, je ne sais pas quoi, dans les entreprises, faire ce qu'on appelle la grève du zèle, ça marche très bien. C'est-à-dire que si on respecte le travail prescrit, d'ailleurs, qui est l'écart. L'ergonomie, c'est regarder l'écart entre le prescrit et le réel. Si on fait que le prescrit, au bout d'un quart d'heure, tout s'arrête. Voilà, c'est juste... voilà, je la lance. Khadija vient de me dire ça va partir en AG. Moi, je participe. Alors, surtout pas les ergonomes. En tout cas, moi, je suis objective. C'est-à-dire que j'objective ce que je fais. Donc je ne pars pas en AG, voilà. Mais c'est pas une critique voilà. à nous, on adore les AG, on a fait un médiapart. Non mais j'y tiens parce que ça m'a souvent été renvoyé, parce que j'ai travaillé 20 ans à la SNCF, donc je sais de... Voilà, je parle. Moi, je n'ai pas de réponse, mais c'est très intéressant ce que vous dites sur la soutenabilité, parce que le courant dominant en économie va fixer sur la pénibilité et va dire à côté, il n'y a rien qui est pénible. C'est très important pour avoir un discours construit, parce que ça, c'est un vrai truc. Excusez-moi, je suis avec mes expressions, mais pour moi, c'est le courant dominant économique qui appuie dessus. La Macronie appuie énormément dessus. Et on n'a pas assez déconstruit ce discours-là. Et je trouve ça très intéressant ce que vous dites. Ouais, non, mais c'est vraiment intéressant ça. Enfin, en tout cas, pour ma part. Oui, puis c'est vraiment quelque chose qu'on ressent beaucoup, outre effectivement les questions de pénibilité et toutes ces personnes qui font des métiers qui les cassent, qu'on a beaucoup entendu. Il y a quand même, et c'est ce qu'on retiendra aussi sans doute parmi moult autres choses de ce mouvement social, c'est qu'il y a vraiment la question centrale de la place du travail, de la place du loisir aussi, parce que faut pas que ce soit un gros mot d'avoir envie de profiter aussi de la vie hors du travail et de ne pas avoir la valeur travail que comme seul objectif pour se dire qu'on a réussi sa vie. Et c'est plein de choses qui sont au centre des discussions et dont il va sans doute émerger, pareil, des choses intéressantes. Oui. Non, je voulais juste dire, on a effectivement beaucoup parlé dans Mediapart des métiers très pénibles. L'exemple type, c'est les ouvriers de la logistique de Géodis. Mais on a aussi parlé à beaucoup de cadres, et vous avez raison, ils sont aussi dans les manifestations, y compris les formes les plus radicales de la mobilisation. Vous avez tout à fait raison. Et ce qu'on voulait dire, c'est que ma collègue, elle a raison, c'est l'opposition à la réforme des retraites, c'est aussi qu'est-ce qu'on veut pour la retraite. Est-ce qu'on veut être à la retraite cassée ou est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup les chiffres sur le taux de mortalité qui circulent, et nous aussi on les a... les chiffres de l'INSEE, pardon, je veux dire. De mortalité des plus pauvres, des hommes les plus pauvres qui meurent avant l'âge de la retraite. Mais nous, le chiffre qui nous intéresse aussi, c'est jusque quand on est en bonne santé. Et ça, c'est très important, jusqu'à quand on est en bonne santé. Parce que si on part à la retraite et qu'une majorité des personnes partent à la retraite à un âge où, en moyenne, ils sont en mauvaise santé, quelle retraite on aura? Et surtout que les retraités, ils tiennent une partie de la société française. Ce sont ceux qui se mobilisent dans les associations, ce sont ceux qui font vivre qui tiennent les petits... Oui, voilà, qui s'occupent des petits-enfants. Et c'est aussi tout un modèle de société qui est re-questionné dans les mobilisations actuelles. C'est de dire, est-ce que je veux passer ma vie à travailler? Est-ce que je veux pas avoir un moment de repos, même si j'ai pas de petits-enfants ou que je suis pas dans des assos et que je me rends pas utile à la France, juste pour pouvoir se reposer et ne pas avoir qu'une vie de travail. Et vous avez raison, c'est aussi porté par les cadres. Merci pour votre travail. J'ai une question concernant un article un peu intriguant que j'ai lu ce matin dans le Canard enchaîné, qui disait que l'État, ou plutôt certains ministères, avaient passé avant le début du mouvement social des accords avec des corporations dites à pouvoir de nuisance, comme les pilotes de ligne, les pompiers, les policiers et les chauffeurs routiers,
Et en fait, j'ai réalisé qu'effectivement, j'avais vu assez peu de blocage de la part des routiers. Est-ce que vous savez quelle a été la réaction des syndicats en fait, des autres professions par rapport à ces accords qui ont l'air d'avoir été passés un peu en douce? Alors, je n'ai pas lu l'article dont vous parlez du canard, mais en revanche, sur les routiers, effectivement, les routiers devaient entrer dans la danse. On s'y perd avec toutes les journées, mais peut-être il y a 2 ou 3 journées où ils avaient annoncé qu'ils allaient entrer dans la danse, et là, tout le monde s'est dit « Ok, les routiers, là, ça va être sympa ». Et effectivement, ça s'est vite dégonflé. Et alors malheureusement, je suis désolée, je ne pourrais pas vous donner les précisions parce que j'ai peur de dire une ânerie. Et je préfère ne rien dire que dire une ânerie. Mais effectivement, il y a eu des négociations. Il y a eu un article des Échos qui parlait de ça. Nous, on ne l'a pas traité, donc voilà, je ne veux pas dire de bêtises. Mais effectivement, ils ont obtenu des choses. Ce qui fait qu'ils n'ont effectivement pas donné suite. Ils ne sont pas rentrés plus avant dans le mouvement. Sur les autres professions dont vous parlez, comme en plus j'ai pas lu l'article dont vous parlez, je peux pas vraiment vous dire. Mais pour les routiers, je vous confirme, ça s'est pas fait avant la présentation de la réforme. Les routiers, c'est tout récent. C'est fini, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.